Au début de leur campagne dans le Pacifique, la marine japonaise avait affronté 4 adversaires majeurs. La flotte du Pacifique des États-Unis, qui avait été considérablement paralysée à Pearl Harbor, la flotte asiatique américaine ou escadron asiatique, qui avait été pratiquement détruite presque immédiatement après, et les survivants de cette dernière s'étaient alliés à la menace suivante sur leur liste, la marine néerlandaise ainsi qu'à des éléments des flottes britanniques et australiennes pour former le commandement American British Dutch Australian, qui avait été rapidement écrasé en quelques mois au début de 1942. Ainsi, à la fin février et au début mars 1942, en attendant que la flotte du Pacifique américaine rassemble ses forces restantes, la seule opposition navale potentielle restante aux efforts de la marine japonaise à court terme était la flotte orientale britannique. Il restait encore quelques vestiges dispersés du commandement American British Dutch Australian et la majeure partie de la Royal Australian Navy avait survécu, mais à moins que les Japonais ne poussent beaucoup plus au sud, cela ne représentait probablement pas un problème majeur, et même la menace de quelques croiseurs lourds et d'une poignée de navires plus petits n'était pas particulièrement importante comparée à la puissance globale de la flotte impériale japonaise à l'époque. Bien que les Britanniques venaient de perdre leur principale base navale à Singapour, la Royal Navy pouvait encore amener des porte-avions, des cuirassés et toutes sortes d'autres moyens à la fête, et avec la marine japonaise tournée vers l'est à travers le Pacifique, la dernière chose dont ils avaient besoin était une force britannique potentielle les frappant par derrière. Bien que la Royal Navy ait déjà déployé et perdu des forces, Yamamoto savait qu'ils étaient peu susceptibles de commettre la même erreur 2 fois, et surtout, même si la flotte de l'Est n'essayait pas d'interférer dans les opérations du Pacifique, l'armée japonaise progressait régulièrement à travers l'Asie du Sud-Est. Et s'il y avait bien une chose que la marine japonaise voulait entendre encore moins que l'apparition inattendue de navires de guerre ennemis dans leurs échelons de ravitaillement, c'était l'armée japonaise se plaignant en disant « Oh, mes lignes de ravitaillement sont coupées, marine japonaise, vous devriez vraiment faire quelque chose à ce sujet. » Les autres options que les Japonais avaient sur la table étaient de tenter d'attaquer directement l'Australie ou d'essayer de forcer ce qui restait de la flotte du Pacifique à sortir et à combattre, mais avec les immenses distances du Pacifique et de l'océan Indien, la principale force de la flotte japonaise ne pouvait être concentrée que sur l'une de ses cibles à la fois. L'option d'attaquer immédiatement l'Australie a rapidement été écartée, car il était évident que tout effort majeur dans cette région ne vaudrait vraiment la peine que s'il était accompagné de débarquements permettant d'occuper divers ports du Nord. Cela nécessiterait plusieurs divisions de l'armée japonaise, mais celle-ci a refusé de les fournir. Le blocus de l'Australie ou de ses routes d'approvisionnement prendrait trop de temps et en raison de la taille de l'Australie, cela mobiliserait trop de ressources de la marine japonaise sur une vaste zone, ce qui les disperserait, et donc cette option a également été écartée. Affronter la flotte du Pacifique des États-Unis était considéré comme l'objectif principal, mais l'amiral Yamamoto commençait déjà ses préparatifs pour ce qui deviendrait finalement la campagne de Midway, ce qui laissait un certain vide entre le début de 1942 et la date prévue pour le début de cette aventure particulière, dans lequel s'insérait l'idée d'éliminer l'épine potentielle que représentait la Royal Navy. Semblait s'intégrer parfaitement. Petite note intéressante, à ce stade, la marine japonaise semblait envisager que s'ils parvenaient à détruire la flotte américaine à Midway, ou une grande partie de celle-ci, ils devraient peut-être tenter des débarquements à Hawaï pour gêner davantage toute tentative de contre-offensive américaine. Cependant, la majeure partie de la force de première ligne de la marine japonaise était déjà occupée à nettoyer les Indes orientales néerlandaises dans le sud-ouest du Pacifique. L'océan Indien, par conséquent, se trouvait donc assez proche. Les Britanniques, quant à eux, s'étaient repliés à Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, en s'installant dans le port de Trincomalee. Mais tout le monde, des deux côtés, s'attendait à une offensive japonaise majeure pour neutraliser également cette installation, et la Royal Navy, en prévision de cela, prépara un document de 250 pages détaillant avec précision chaque mouillage possible dans l'ensemble de l'océan Indien et des régions avoisinantes qui pourraient me servir de position de repli supplémentaire, aussi bien des mouillages capables d'accueillir toute une flotte que des ports individuels pouvant être utilisés pour des opérations dispersées, comme le soutien de flottilles de sous-marins ou de quelques destroyers. En tête de liste figuraient Fremantle en Australie, Mombasa au Kenya et, de façon générale, l'Afrique du Sud avec une répartition entre Simonstown, le Cap et le port de Durban, mais d'autres options comme l'atoll d'Adu étaient également détaillées.
Il était précisé que les réparations sur l'atoll devraient être faites à bord des navires et que pour y établir une base, il faudrait amener des navires-bases, navires-logements, navires-ateliers et docks flottants. De toute façon, toute installation qui pourrait être nécessaire prochainement n'aurait pas besoin d'être particulièrement grande, car la puissance de la Royal Navy en Extrême-Orient avait été considérablement réduite par rapport à l'avant-guerre, à la fois pour alimenter les différents théâtres d'opération en Europe et avec la perte de la force Z, ainsi que des navires placés sous le commandement de l'American, British, Dutch, Australian, ce qui avait encore affaibli la force restante de la Royal Navy dans la région. Néanmoins, voir les principales routes d'approvisionnement compromises par une base japonaise au milieu de l'océan Indien et devoir faire face à une nouvelle retraite majeure n'était pas le scénario préféré de la Royal Navy. Ainsi, les préparatifs en vue d'une éventuelle retraite étaient également accompagnés d'une formation accélérée en renforcement afin de tenter de prévenir cette éventualité. Près de 150 canons anti-aériens, des milliers de soldats et un total de plus de 100 avions de chasse furent acheminés vers Ceylan aussi rapidement que possible, accompagnés de quelques stations radars en kit. Des avions d'attaque suivirent sous différentes formes, et bien que la Méditerranée fût encore un véritable chaudron de guerre, elle traversait également une brève période de calme au tout début de 1942. Ainsi, des navires furent rassemblés du monde entier pour constituer une force cohérente. Cela fut quelque peu facilité par l'entrée en guerre du Japon, qui avait entraîné l'entrée en guerre des États-Unis, ainsi que par le fait que les alliés de l'Axe du Japon avaient déclaré la guerre aux États-Unis peu de temps après. D'anciens navires de la marine américaine et des bâtiments en préparation apportèrent leur aide dans l'Atlantique, libérant des navires de la Royal Navy dans cette zone. Bientôt, une force impressionnante sur papier fut prête. 5 cuirassés, 3 porte-avions, 6 croiseurs, plus un navire néerlandais qui accompagnait le groupe et 13 destroyers, avec un autre invité néerlandais dans cette catégorie. Quelques autres petits navires étaient également dispersés dans le théâtre d'opération, mais la force principale, comparée aux 2 porte-avions, plusieurs croiseurs et 11 destroyers de la force japonaise rapportée par le renseignement allié, semblait être un affrontement équitable, même si certains rapports de renseignement plus prudents indiquaient qu'1 ou 2 croiseurs de bataille pourraient arriver, ce qui s'avérerait exact. Une transmission navale classée top secret révèle la cause probable de la confusion entre ce que les Alliés pensaient que les Japonais déployaient et ce qu'ils déployaient réellement, ce à quoi nous allons venir dans un instant. Le renseignement de Signal avait lu une bonne partie des transmissions navales japonaises et avait reconstitué un tableau de ce qui se passait réellement. Mais bien sûr, il est crucial de rappeler que l'on ne peut déterminer à partir de tels renseignements que ce que l'ennemi transmet réellement et ce qu'il semblait avoir intercepté, c'était les ordres d'attaque. Mais ils avaient mal interprété le terme japonais utilisé pour désigner leur force de frappe de porte-avions, le traduisant par unité de porte-avions. Sachant que la marine japonaise avait utilisé le même type de terminologie pour désigner un groupe d'attaque de porte-avions américains le mois précédent, ils ont donc supposé que cette unité de porte-avions serait composée de 2 porte-avions, d'une escadre de croiseurs et d'une flottille de destroyers. En japonais, cela signifiait en réalité la flotte de porte-avions, le Kido Butai. Ils ont également intercepté des signaux ordonnant au Kaga de retourner au Japon, puis d'attaquer la cible DG. Ils avaient compris, grâce à d'autres signaux interceptés des sous-marins japonais, que DG désignait une cible à Ceylan, puisqu'ils avaient intercepté des communications de 2 sous-marins opérant dans la zone DG et grâce à d'autres références dans ces rapports, ainsi qu'à des observations faites par des avions de reconnaissance, ils ont déterminé que les sous-marins opéraient près de Ceylan. Ainsi, ils en ont conclu que la division de porte-avions du Kaga devait être celle assignée à l'attaque et qu'elle se dirigeait vers Ceylan alors qu'en réalité, tout le monde sauf le Kaga s'y rendait. Fait intéressant, bien qu'ils aient mal interprété la signification des unités de porte-avions dans la traduction, ils ont remarqué l'utilisation spécifique du terme « attaque » au lieu d'invasion ou d'avance et en ont donc conclu qu'il s'agirait d'un raid. Ils en ont également conclu que cela visait des navires et non une offensive ou une invasion à grande échelle. Ils ont également réussi à trouver la bonne date, anticipant une attaque japonaise aux alentours du 1er avril. Mais pour revenir à la flotte britannique, ce que les chiffres sur le papier ne montrent pas, c'est que 4 des croiseurs britanniques étaient des navires plus petits et plus anciens. Aucun croiseur léger des classes Town, Leander ou Arethusa n'était présent.
4 des cuirassés étaient des Air-class plus anciens et plus lents, et l'un des porte-avions était le majestueux, mais encore une fois assez petit et lent, His Majesty's Ship Hermès. Mis aux commandes, l'amiral Somerville a reconnu le problème et a formé ses forces en 2 groupes. La force A, un groupe plus rapide avec le cuirassé récemment réparé Warspite, menant les porte-avions blindés rapides, indomitables et formidables, ainsi que les croiseurs lourds Cornwall et Dorsetshire, et les plus performants de ces croiseurs légers, l'Emerald et l'Enterprise, accompagnés de 6 destroyers. Les navires plus anciens et plus petits étaient regroupés dans la force B, à qui l'on ordonna de suivre et d'exploiter toute situation que la force A pourrait réussir à ouvrir, mais ils devaient rester suffisamment en retrait pour pouvoir prendre la fuite si la force A signalait qu'elle avait été forcée de battre en retraite. Mais il y avait une autre complication dans les estimations, à savoir que les Japonais n'arrivaient en réalité pas seulement avec 2 porte-avions. Ils prévoyaient d'arriver avec 6 porte-avions, Akagi, Kaga, Iryu, Soryu, Zuikaku et Shokaku, la force qui avait dévasté Pearl Harbor. Mais Kaga s'est ensuite échoué et la force a été réduite à 5 car les complications qui en ont découlé ont obligé Kaga à rentrer chez elle pour des réparations. Mais les 5 porte-avions restants constituaient toujours une force écrasante, tant qu'ils pouvaient faire décoller leurs avions. Du côté japonais, une force de raid distincte centrée autour du petit porte-avions Rugio était envoyée en mission de raid, également dans l'océan Indien, mais la force principale dont nous allons parler visait à foncer à toute vitesse dans l'océan Indien et à répéter le 7 décembre 1941 en surprenant la flotte de l'Est au port et en la détruisant. Cependant, ce n'était qu'un grand raid, l'armée japonaise ayant une fois de plus refusé de fournir des troupes à la marine pour une invasion de Ceylan. Les objectifs de la mission se limitaient donc à la destruction des forces navales ennemies et à la perturbation du commerce. Les renseignements japonais sur la force des troupes britanniques dans la région étaient fragmentaires et ils sous-estimaient également la force de l'opposition globale. Cela a eu pour conséquence que les 2 camps sont entrés dans cette action assez confiants d'avoir un degré raisonnable de supériorité sur l'autre. Les forces britanniques étaient réparties entre Colombo et Trincomalee, 2 ports de Ceylan, et l'atoll d'Adu, un peu plus au sud, mais elles surveillaient également un certain nombre d'autres indicateurs importants d'activité ennemie. Un examen des dossiers de renseignement les plus secrets de l'époque montre que la Royal Navy savait qu'avant les grandes opérations, la marine japonaise gardait généralement un silence radio suspect dans la zone où elle rassemblait ses forces, mais qu'aussitôt l'opération lancée, cette zone recommençait à émettre, et généralement avec un volume de trafic accru, probablement pour rattraper le retard de messages qu'ils n'avaient pas pu envoyer auparavant. En réalité, cela indiquait assez bien qu'une opération majeure se préparait où elle se rassemblait, puis quand les transmissions radio atteignaient un nouveau pic, qu'elle était lancée. Fin février et en mars, les transmissions depuis le centre des Indes orientales néerlandaises ont été régulièrement interrompues. Il se trouve justement que les Célèbes étaient l'endroit où la marine japonaise rassemblait sa force de raid. Le plan initial des Japonais était de lancer l'attaque lors de la 3e semaine de mars, après avoir quitté leur base lors de la 2e semaine, mais cela a été retardé car le United States Ship Enterprise a lancé une attaque contre les installations japonaises sur les îles Marcus au début du mois de mars, suivi moins d'1 semaine plus tard par un raid du Yorktown et du Lexington sur d'autres bases. Cela a provoqué des retards car le Shikaku et le Zuikaku ont tenté d'intercepter l'Enterprise et peu de temps après, de faux rapports faisant état de porte-avions américains se dirigeant vers Tokyo ont suscité encore plus d'inquiétudes. En conséquence, les 2 porte-avions japonais les plus performants ont fini par consommer beaucoup de carburant, puis ont dû retourner au Japon pour se ravitailler avant de repartir vers le sud, ce qui a retardé le début de l'opération C, comme on appelait désormais le raid, jusqu'à la fin du mois de mars, avec une date d'attaque prévue sur Ceylan désormais fixée au 5 avril. Cela signifiait que les Britanniques étaient désormais légèrement décalés par rapport à la marine japonaise, car les plans qu'ils avaient déduits, grâce aux renseignements d'origine électromagnétique, concernaient des versions antérieures qui prévoyaient que l'attaque sur Ceylan commence le 1er avril, avec des opérations préalables prévues pour la 3e semaine de mars, selon leur progression. Peu de temps avant que la flotte ne prenne la mer, la marine japonaise a reçu une estimation finale des forces.
Ils estimaient que la Royal Navy disposait de 3 navires de classe Air, des porte-avions Hermes et Indomitable, et de 4 croiseurs dans la région, bien que je ne comprenne absolument pas où ils ont pu trouver le nom His Majesty's Ship Susan pour l'un des porte-avions. Ils s'attendaient à l'arrivée prochaine de 2 autres porte-avions et des cuirassés Warspite et King George V. En réalité, le Warspite venait tout juste d'arriver et le porte-avions Formidable n'était qu'à quelques jours de là au moment où le renseignement a été envoyé au Ketobat et le King George V, bien sûr, n'était absolument pas dans la région. Les éléments de reconnaissance sous-marine ont reçu l'ordre de fournir autant d'informations que possible sous forme de mises à jour opérationnelles et la flotte a donc appareillé le 5e NGT 6 mars 1942. Les renseignements britanniques ont à leur tour informé Somerville que la force japonaise pouvait inclure certains navires de la classe Congo, mais ils pensaient toujours que 2 porte-avions, peut-être 3, étaient le maximum que les Japonais envoyaient. Somerville lui-même n'était arrivé que 2 jours plus tôt à bord du Formidable, mais il s'était tenu informé des nouvelles et, anticipant une attaque japonaise le 1er avril, il envisageait une attaque de nuit au clair de lune, chronométrée pour permettre un retour à l'aube sur les porte-avions. Comme étant la plus avantageuse tactiquement pour la marine japonaise, malgré l'absence jusqu'à présent de toute attaque nocturne menée par des porte-avions de la marine japonaise. Il fit appareiller ses forces à l'avance, avec le premier de ses navires partant le 29, puis le reste le 30, et une fois que tous ces navires furent répartis dans leurs groupes assignés, ils se dirigeraient vers leur point de départ le 31 mars. L'idée était de positionner ces navires au sud-ouest de la ligne d'avance japonaise anticipée et d'attendre qu'ils fassent leur premier mouvement. Ensuite, lorsque des émissions radio, des vols de reconnaissance ou d'autres renseignements révéleraient la position des navires japonais, il avancerait rapidement et frapperait les forces japonaises par une attaque surprise de nuit depuis les airs, suivie, si nécessaire, d'un assaut en surface. Cela se reflète dans la composition des groupes aériens du porte-avions. Bien qu'il y ait eu 37 chasseurs disponibles, un mélange de Sea Hurricane, Fulmar et Martlet, qui est le nom donné par la Royal Navy au F-4F Wildcat, il y avait presque 4 escadrons complets de bombardiers torpilleurs constituant la majorité des groupes aériens du porte-avions, tous entraînés de façon relativement poussée pour les opérations de nuit et équipés de plusieurs appareils dotés d'un radar de recherche air-surface, connu sous le nom de Air-to-Surface Vessel. La marine japonaise, en revanche, n'avait aucun entraînement de chasse de nuit, très peu de capacité de défense antiaérienne nocturne, et elle aurait à affronter plus de torpilles dans l'eau si les Britanniques lançaient tous leurs bombardiers torpilleurs que la marine japonaise elle-même n'en avait envoyé lors de l'attaque de Pearl Harbor. Compte tenu des ressources dont ils disposaient, ce n'était pas un mauvais plan. Il y avait une escadrille supplémentaire de Swordfish disponible sur l'Hermès qui en était entièrement équipée au détriment de tous les autres avions, mais elle était petite et lente, au point que même le vénérable Swordfish avait besoin d'un bon vent de face pour décoller du pont de l'Hermès lorsqu'il était pleinement chargé, donc on ne pouvait pas forcément compter sur cette 5e escadrille de Swordfish. Somerville avait emmené sa flotte loin au sud-ouest pour éviter tout sous-marin ou avion qu'il pensait pouvoir être en reconnaissance devant la flotte japonaise, puis il avait mis le cap à l'est-nord-est pendant la nuit avec la force B traînant à environ 20 000 derrière la force A, visant à se trouver à environ 120 000 de ce qu'il pensait être la position de lancement de la marine japonaise à 6 heures du soir. Des avions équipés de radars chercheraient alors des cibles jusqu'à environ 2h30 du matin, et si rien n'était repéré, la flotte aurait le temps de se replier vers l'ouest. Bien sûr, avec les retards dans les opérations de la marine japonaise, le Kido Butai se trouvait en réalité à environ 1500 milles de là, et donc les vols de reconnaissance n'ont rien trouvé. Bien sûr, ne le sachant pas, Somerville passa le 1er avril à les chercher, puis il répéta l'approche de nuit sur une trajectoire légèrement différente et de nouvelles recherches tout au long de la journée du 2 n'aboutirent à rien non plus, et il semblait donc que les Japonais ne viendraient finalement pas jouer le jeu. Somerville en conclut que cela était soit dû au fait que le calendrier de l'ennemi avait été modifié par un facteur extérieur, ce que nous savons maintenant être le cas, soit que les renseignements qu'il avait reçus étaient tout simplement erronés, ou peut-être que les Japonais avaient appris que la Royal Navy était en mer et attendaient qu'elle retourne au port. Cette dernière option étant celle que Somerville pensait la plus probable à l'époque.
Décidant de leur refuser la possibilité de frapper ces navires au port, mais ayant aussi besoin de refaire le plein d'eau douce sur les navires de la classe R, dont plusieurs avaient des fuites de tubes de chaudière et des problèmes de condenseurs, il dirigea ses navires vers l'atoll d'Aru, dont il était assez sûr que la marine japonaise ne connaissait pas l'existence comme base et qui n'était de toute façon pas leur cible prévue. Presque au même moment, les Japonais commençaient tout juste leur approche finale de Ceylan, effectuant de nombreux vols de reconnaissance aérienne, mais ne trouvant rien de plus intéressant que quelques navires marchands de temps à autre. Diverses tentatives des avions de reconnaissance, aussi bien depuis les porte-avions que les hydravions, pour les bombarder, n'aboutirent à aucun succès, bien que le sous-marin I-7 ait réussi à couler le SS Glenskiel d'environ 9400 tonnes avec des torpilles et des tirs de canon. Le premier signe d'un véritable ennemi apparut dans l'après-midi du 4, lorsqu'un Catalina, rentrant chez lui après le deuxième contrôle de la journée, aperçut un navire à l'horizon. En s'approchant, l'équipage comprit qu'il avait repéré l'écran du quai de Butai et rentra à toute vitesse. Conscients qu'ils pouvaient être attaqués par des chasseurs à tout moment, ils répétèrent sans cesse qu'ils avaient localisé la flotte ennemie ainsi que sa position et sa trajectoire. Le Zuikaku déploya promptement des zéros pour les poursuivre. Ils rattrapèrent le Catalina qui était en piqué peu prononcé à sa vitesse maximale possible, mais cela restait bien en dessous de 320 km à l'heure, alors qu'il en était à son troisième cycle de transmission. Ce cycle ne fut jamais terminé, car un obus de canon de 20 mm détruisit la radio. En feu à plusieurs endroits, le Catalina commença rapidement à se disloquer en plein vol, mais grâce à sa faible altitude due au piqué peu prononcé, le pilote parvint à amérir en catastrophe. Le destroyer Isokaze fut envoyé pour récupérer les survivants, mais pour des raisons inconnues, alors que Isokaze manœuvrait encore pour s'approcher, plusieurs zéros de la patrouille de combat aérien désormais active plongèrent sur l'hydravion échoué et en flammes, le criblant de balles, le coulant et tuant 3 des 9 hommes à bord. Isokaze a secouru la demi-douzaine de survivants et a rejoint la flotte. La partie principale de la transmission, qui signalait que 3 cuirassés et un porte-avions avaient été aperçus, était bien arrivée à Salon, et lorsque le Catalina ne répondit pas aux appels radio répétés, puis ne revint pas à la base quelques heures plus tard, les Britanniques en conclurent qu'il avait été abattu. Cette information fut transmise à Somerville, qui dut rassembler ses forces en urgence. Pensant que la marine japonaise n'allait pas venir, la Royal Navy était en train de réorganiser ses forces pour aller prendre Madagascar ou la France de Vichy. Somerville n'était pas totalement convaincu d'avoir vu Nagumo pour la dernière fois, mais il estimait qu'un retour de la marine japonaise ne se ferait pas avant un moment. Il avait donc renvoyé les croiseurs lourds Dorsetshire et Cornwall à Ceylan, le premier pour être rééquipé et recevoir un nouveau radar, et le second pour escorter un convoi. Hermès, avec le destroyer Vampire, avait été dépêché à Trincomalee pour se préparer à l'opération à Madagascar. Les 3 et 4 des vols de reconnaissance avaient été envoyés, mais ils visaient principalement à maintenir l'entraînement et à repérer les sous-marins, bien qu'une attaque d'entraînement de 24 bombardiers torpilleurs sur la force B ait également été menée pour préparer d'éventuelles frappes massives sur des cibles ennemies, car de nombreux navires de la flotte n'avaient opéré ensemble que depuis quelques semaines et ils essayaient encore de se coordonner en tant qu'unité. La nouvelle de la présence de l'ennemi posait le problème que les navires britanniques, arrivés si récemment à l'atoll d'Ado, n'avaient pas encore eu l'occasion de se ravitailler en carburant et, dans le cas des cuirassés, de refaire le plein d'eau. Et Somerville ne voulait pas laisser la force B complètement en arrière, car si 3 cuirassés ennemis, voire plus, et on ne savait combien de croiseurs, étaient réellement présents, ce serait un défi de taille pour le Warspite de les affronter tous seuls s'ils contre-attaquaient après qu'il ait frappé les porte-avions japonais. L'avantage principal était qu'il savait où les Japonais se dirigeaient, alors il rappela le Cornwall et le Dorsetshire et ordonna à la force A de se préparer à partir à minuit, le plus tôt possible que les croiseurs Emerald et Enterprise seraient prêts, et la force B devait suivre le matin. À Ceylan, tous les navires encore présents dans le port de Colombo reçurent l'ordre de quitter la zone et de ne pas revenir avant la fin de l'après-midi du 5 au plus tôt. Certains resteraient au port pour diverses raisons, surtout à cause de leur mauvais état ou de réparations en cours, mais plus de la moitié réussirent à prendre la mer. D'autres rapports de reconnaissance arrivèrent, signalant divers groupes de destroyers, de croiseurs et parfois un cuirassé, mais aucun ne fit état de la présence supplémentaire de porte-avions. Cela renforça l'idée, dans l'esprit des Britanniques, qu'il y avait relativement peu de porte-avions dans la formation japonaise.
Ignorant du sort ou de la position de Somerville, Nagumo poursuivit sa route avec son premier groupe d'attaque aérienne chargé de bombes adaptées à des cibles terrestres et à des navires marchands peu protégés. Même les bombardiers torpilleurs devaient être chargés de bombes et non de torpilles. S'ils repérèrent des navires de guerre, alors les bombes semi-perforantes de 1600 livres sur les Kates pourraient infliger des dégâts et le deuxième groupe d'attaque pourrait ensuite être envoyé avec des bombes perforantes appropriées. L'accent était désormais mis sur la destruction des installations de la base en priorité. Les porte-avions étaient les cibles prioritaires si des navires de guerre étaient repérés. Mais une fois qu'ils ont su qu'ils avaient été repérés par les hydravions, cela a changé et une réserve de bombardiers torpilleurs armés de torpilles a également été créée. Ainsi, dans la matinée du 5 avril, les croiseurs de bataille et croiseurs d'escorte ont envoyé leurs propres avions de reconnaissance pour s'assurer que les mers autour d'eux étaient sûres. Les schémas de recherche de la marine japonaise de l'époque consistaient à faire voler les différents avions comme les rayons d'une roue jusqu'à une distance prédéfinie, puis à orbiter selon un arc de recherche avant de revenir. Derrière eux, 128 avions ont été lancés en direction de Ceylan, suivis par le quai de Butai qui a viré à bâbord et s'est dirigé vers le sud-ouest pour maintenir la distance avec l'île. 53 bombardiers en piquet-val étaient maintenus en alerte maximale au cas où la flotte de Somerville serait repérée. Théoriquement, bien que les chasseurs mixtes basés à Ceylan étaient largement inférieurs aux Zéros, ils étaient beaucoup plus nombreux que les 36 Zéros assurant l'escorte, et ils bénéficieraient du soutien de la défense contre avions, tandis que les Zéros devaient protéger les avions d'attaque vulnérables. Même si tout le reste échouait, la station radar nouvellement installée serait capable de donner l'alerte suffisamment tôt pour que les chasseurs puissent se mettre en position au-dessus des assaillants arrivants. Mais bien qu'un vol de patrouille de Mars complet et un Catalina de patrouille séparé aient réussi à repérer les avions japonais approchant, l'arrivée récente de tant de types alliés différents a fait que les deux groupes ont supposé que les avions qu'ils voyaient au loin étaient un autre groupe d'appareils amis, probablement des Hurricanes, et ils n'ont donc pas donné l'alerte. Pour des raisons que je n'ai pas pu entièrement déterminer alors qu'elle était opérationnelle, la station radar côtière près de Colombo n'a pas non plus repéré l'attaque imminente et ainsi, à 0745, un avion japonais est apparu dans le ciel au-dessus de Colombo et a commencé son attaque. Leur arrivée n'était pas totalement inattendue. Comme nous l'avons déjà vu, les Britanniques savaient que les Japonais étaient susceptibles d'attaquer ce matin-là, et donc au moins les canons anti-aériens étaient prêts, mais sans l'alerte finale confirmant l'arrivée des avions ennemis, les chasseurs ont été forcés de décoller en urgence alors même que les Zéros plongeaient pour les abattre alors qu'ils peinaient à prendre de l'altitude ou même à quitter la piste. Cela laissa le port exposé, car la Royal Air Force et la FAA durent alors se retourner et combattre au-dessus de leurs propres aérodromes. Pour être honnête, dans ces zones, leur résistance était tout de même honorable. L'attaque de l'aérodrome de Ratmelana a été suffisamment bien contestée pour que les Japonais perdent 6 avions abattus et 6 autres gravement endommagés, contre 11 avions britanniques abattus, dont beaucoup lors de leur montée initiale après le décollage. Au-dessus du port, cependant, les Japonais ont pratiquement agi sans opposition. Une seule formation de Hurricanes a réussi à intercepter et à poursuivre certaines des cibles, mais sans aucun autre soutien, ils ont à leur tour été attaqués par des Zéros et un bon nombre d'entre eux ont été abattus. Lorsque les Japonais se sont retirés, en plus d'endommager les installations, ils ont endommagé ou coulé plusieurs navires marchands, endommagé le navire dépôt de sous-marins affecté à la zone et coulé l'ancien destroyer Tenedos ainsi que le croiseur auxiliaire armé Hector. Ils avaient également abattu au total 19 ou 20 chasseurs, selon les sources, en avaient endommagé plusieurs autres et anéanti un groupe d'une demi-douzaine de Swordfish qui se dirigeait vers la base aérienne d'Arat Malana. Une escadrille de Blenheim, envoyée pour contre-attaquer, n'a trouvé aucune cible. En échange, 6 VAL et un 0 avaient été perdus, tandis que 9 VAL, 2 Kate et 3 0 avaient été endommagés et nécessitaient des réparations. De retour à bord du Kiribati, une deuxième vague d'attaque était en préparation lorsqu'un des avions de reconnaissance du Tone signala avoir repéré une paire de croiseurs se dirigeant à peu près dans leur direction. Après une brève dispute sur la destruction des installations portuaires, ou s'il était plus important d'attaquer les navires de guerre, les 53 VALS, qui étaient maintenus en alerte, furent lancés et reçurent l'ordre d'attaquer les croiseurs. Ils sont partis vers midi.
Les avions de reconnaissance japonais sont restés en contact avec les croiseurs, les identifiant précisément comme des croiseurs lourds de type Kent, et d'autres bombardiers en piqué, ainsi que des bombardiers torpilleurs, ont reçu l'ordre de se préparer pour une attaque de suivi. Les navires repérés étaient le Cornwall et le Dorsetshire qui rejoignaient Somerville. Les capitaines des deux croiseurs savaient qu'ils étaient suivis par des avions de reconnaissance et ils devaient maintenant faire un choix. Ils pouvaient faire demi-tour et filer vers l'ouest à grande vitesse en espérant se mettre un peu hors de position pour l'inévitable attaque japonaise, ou ils pouvaient essayer de continuer vers la force A. Finalement, estimant que la présence d'hydravions de reconnaissance monomoteur signifiait que les porte-avions japonais et leurs escortes étaient beaucoup plus proches qu'ils ne l'avaient initialement prévu, ils décidèrent de continuer en raisonnant qu'ils ne sortiraient pas de la portée de l'attaque en se dirigeant vers l'ouest, et ils décidèrent également de rompre le silence radio et d'avertir Somerville de la situation. Les pilotes vétérans de bombardiers en piqué japonais arrivèrent et réalisèrent qu'il n'y avait ni écran d'escorte ni couverture de chasseurs, et donc, avec seulement les canons anti-aériens des deux croiseurs pour les inquiéter, ils prirent le temps de se placer dans une position d'attaque en piqué parfaite, arrivant depuis le soleil. Ils commencèrent alors leur attaque en effectuant une série de frappes de 3 avions. Le premier trio qui attaqua le Dorsetshire réussit à toucher la cible avec les 3 bombes, mettant hors service la direction du navire, les radios et la batterie anti-aérienne lourde bâbord. Le Cornwall n'a subi que des dégâts mineurs lors de la première attaque, notamment des éclats d'une bombe proche et la perte de son hangar à avions, mais ce n'était que le début. Le nombre croissant de trios et d'impacts affaiblissait le tir défensif à mesure que des hommes étaient tués ou blessés et que les canons étaient détruits. Cela rendait bien sûr les frappes suivantes encore plus faciles, et en un quart d'heure, le Dorsetshire avait été touché 10 fois avec plusieurs impacts proches causant des dégâts, tandis que le Cornwall avait été touché 8 fois avec 6 impacts proches recensés. Malgré leurs meilleures manœuvres d'évitement, les bombardiers en piqué japonais, relativement agiles et leurs pilotes expérimentés parvenaient soit à anticiper et à s'adapter à la plupart des virages, soit, grâce à leur approche depuis la direction du soleil, à échapper à la défense contre avions qui, à ce stade, étaient encore guidés à l'œil nu, même avec des viseurs et des systèmes de contrôle de tir, ce qui la rendait naturellement imprécise. Cela permettait aux Vals de larguer leurs bombes au tout dernier moment. Cela améliorait aussi leur précision. Le radar à bord du Warspite avait en fait suivi les Vals, qui étaient pas passés à moins de 90 miles de sa position en se dirigeant vers les croiseurs, mais Somerville ne pouvait pas risquer sa flotte en rompant à son tour le silence radio. Au lieu de cela, vers le moment où les 2 croiseurs coulaient sous les vagues, il envoya 4 albacores pour trouver la flotte japonaise qui, par déduction, devait être relativement proche. Il ne pouvait pas sauver le Cornwall et le Dorsetshire, mais il pouvait au moins essayer de les venger. Un destroyer fut aussi dépêché pour tenter de secourir d'éventuels survivants. Peu de temps après, Nagumo décida de se diriger vers le sud-est pendant un moment. Après avoir récupéré les avions, mais la 2e division de porte-avions, Hiryu et Soryu, se dirigea plutôt vers le nord-ouest pendant un moment, dans la direction opposée. Cela les laissa seuls et essentiellement sans escorte, à part un trio de destroyers, et vers 16 heures, 2 des 4 albukars les trouvèrent. Malheureusement, Hiryu a réagi avec une rapidité incroyable, ayant apparemment effectué ce changement de cap pour lancer de toute façon une dernière patrouille aérienne de combat de la journée, donc elle avait des zéros en train de chauffer sur le pont, et ils ont réussi à intercepter les albacores très rapidement, en abattant un et en endommageant l'autre avant qu'un rapport complet ne puisse être transmis par radio. Les dégâts subis par le 2e albacore comprenaient la destruction de ses émetteurs, même si l'appareil restait en état de voler. L'albacore endommagé revint à la base avec ses informations cruciales. L'ennemi n'était qu'à 125 miles de là. Somerville avait réussi à contourner complètement les écrans de reconnaissance de Nagumo. Il était désormais sur une trajectoire de collision qui se terminerait quelques heures après le crépuscule, comme prévu. En fait, les efforts de reconnaissance japonais à ce moment-là étaient si limités en portée que même s'ils n'avaient été qu'à 100 milles de distance, Somerville n'aurait pas été repéré avant le coucher du soleil. Mais environ 1 heure après cette rencontre, et sans évidemment en avoir connaissance, Somerville reçut 2 informations. Le message partiel provenant de l'un des corps d'Alba avait donné la position de 5 navires de guerre ennemis, mais la route, la vitesse et la composition faisaient partie des informations qui avaient été coupées.
En fait, les 5 navires de guerre étaient le Soryu, le Hiryu et les 3 destroyers, mais il reçut aussi un autre message de Salon qui disait que, tout à l'arrière, à 2 heures de l'après-midi, soit environ 3 heures plus tôt au moment où il lisait le message. Un Catalina avait aperçu des porte-avions ennemis se dirigeant à 24 nœuds vers le sud-ouest sur un cap de 230 degrés. Bien que le Catalina ne sache pas exactement où cela se trouvait, cette information datait de plusieurs heures. Mais si c'était vrai et qu'on la combinait avec la position connue, mais le cap et la vitesse inconnue du rapport d'Albuquerque qui avait été fait quelques heures après, cela semblait indiquer que les Japonais se dirigeaient vers l'atoll d'Adu, et à une vitesse qui signifiait que les deux forces allaient bientôt se croiser, alors qu'il restait encore beaucoup de lumière du jour. Ainsi, à 5h26, la force A changea de cap pour prendre une direction sud-ouest de 210 degrés afin de maintenir la distance suffisamment longtemps pour lui permettre de se rapprocher et de lancer son attaque nocturne. Mais ensuite, juste après 18h, les porte-avions envoyèrent une série de signaux. L'Albacore, endommagé, était revenu et avait pu mettre à jour son rapport, incluant désormais la composition ennemie, 2 porte-avions et 3 navires inconnus, et la direction suivie était nord-ouest. Leur dernière observation des navires ennemis avait eu lieu à 5h10. Cela changeait tout. En recalculant les distances, Somerville comprit qu'au moment où il avait changé de cap, l'ennemi repéré n'était qu'à 100 000 de là. En effet, l'analyse après la bataille montra que si la force A avait continué vers l'est, la 2e division de porte-avions serait passée joyeusement devant les canons du Warspite vers 21h. Cependant, après moins d'1 heure sur la mauvaise route, Somerville ordonna à la flotte de changer de cap et de se préparer au combat. Tous les chasseurs furent dégagés des ponts d'envol, chaque albacore et swordfish opérationnel fut placé en position de départ, les torpilles furent chargées et des fusées éclairantes montées sur les ailes de chaque bombardier. Peu après, une version dotée de radars a pris son envol. Somerville continuerait à lancer des avions de recherche équipés de radars toute la nuit à des intervalles d'environ 2 heures. Les pilotes des bombardiers torpilleurs sont restés à leur poste sur les ponts découverts jusqu'aux premières heures du matin, attendant un signal indiquant que l'ennemi avait été repéré. Mais le changement de cap ne les avait pas seulement envoyés dans la mauvaise direction, loin de la flotte japonaise, il les avait bien sûr aussi empêchés de réduire la distance, ce qui doublait la distance effective perdue, et ainsi les avions de recherche se sont retrouvés à chercher trop près. En transposant leur schéma de recherche à l'endroit d'où ils auraient décollé, sans ce changement de cap à 5h26, ils auraient presque certainement trouvé la 2e division de porte-avions. Mais ce ne fut pas le cas, et les équipages d'attaque déçus ont finalement dû se retirer. Le lendemain matin, les forces A et B ont fusionné et sont restées en mer dans l'espoir d'obtenir de meilleures informations. D'autres navires ont été envoyés dans la zone où les 2 croiseurs avaient été coulés, car une chose que les vols de reconnaissance avaient confirmée était le sort du Cornwall et du Dorsetshire, et ces navires ont réussi à secourir 1122 survivants, ce qui signifiait que 424 hommes avaient soit été tués lors des attaques, soit succombés après une journée passée dans l'océan. Pensant toujours que les Japonais pourraient être au courant de sa position et tenter d'attaquer son mouillage, Somerville est resté à proximité, poursuivant les vols de reconnaissance pour tenter de localiser la marine japonaise, mais en vain. En réalité, Nagumo était parti vers l'est et planifiait tranquillement sa prochaine attaque en relative sécurité, bien qu'il n'ait toujours aucune idée de la proximité à laquelle les navires ennemis s'étaient approchés, ni même que Somerville se trouvait réellement en mer dans la zone immédiate. Pour donner une référence à une bataille plus connue, les Britanniques avaient passé la majeure partie de la journée à rôder à une distance moyenne des porte-avions japonais sans être repérés, soit environ 60% plus près que les porte-avions américains ne l'étaient à Midway lorsqu'ils avaient été repérés pour la première fois par les avions de reconnaissance japonais. Après avoir frappé Colombo, Nagumo prévoyait maintenant d'attaquer Trincomalee. Cette fois, il voulait envoyer 2 vagues, la première ciblant les installations portuaires et la seconde visant les navires présents. Le 7, les avions basés à terre ont balayé les mers à la recherche du Kido Bataille, mais n'ont rien trouvé, tandis que les reconnaissances de Somerville ont repéré quelques sous-marins japonais.
Les croyant être les gardes de flanc d'une force qui pourrait encore viser son mouillage, Somerville emmena la flotte de l'Est vers l'Ouest avec l'intention de préparer une nouvelle attaque de flanc lorsque la position des porte-avions japonais deviendrait plus claire. Il devait également s'occuper des survivants de ces 2 croiseurs lourds, qui étaient désormais répartis dans toute la flotte, les cas les plus graves étant envoyés à terre pour être soignés à bord du destroyer Paladin, escorté par le croiseur Emeraude. La nouvelle de la mission de raid de Ruggio arriva et les planificateurs stratégiques devinèrent avec succès que le Kido Bataille allait probablement attaquer Trincomalee ensuite, mais puisque la marine japonaise avait échappé à la reconnaissance britannique, la manière exacte dont ils approcheraient et le moment restait un mystère. Au matin du 8 avril, il devenait également de plus en plus évident qu'il pouvait bien y avoir plus de 2 porte-avions dans la force principale japonaise, mais Somerville continuait à chercher malgré tout, sans rien trouver, concluant que, où qu'il soit, sa rade était désormais sûre. La flotte de l'Est rentra de nouveau dans l'atoll d'Adu juste avant midi le 8 pour se réapprovisionner à nouveau. Pendant qu'il s'y trouvait, Somerville reçut des renseignements concrets sur la véritable force du Kida Butai dans la région ainsi que de nouveaux ordres. Il ne pouvait pas s'approcher de Ceylan jusqu'à ce qu'il soit sûr que l'ennemi soit parti. Il assigna donc la force B au port du Kenya pour tenter de résoudre leurs problèmes d'eau douce, tandis que la force A se dirigerait vers la côte ouest de l'Inde, car même avec l'avantage d'une attaque de nuit guidée par radar et d'une action de surface menée par son navire amiral, il lui serait assez difficile d'endommager avec succès 5 porte-avions rapides, au point qu'il ne puisse pas riposter le lendemain matin, tout en engageant le Warspite dans un duel à 4 contre 1 avec l'ensemble de la classe Congo à bout portant. L'approche de Nagumo vers Trincomalee fut alors repérée par un autre Catalina britannique, dont l'observation permit aux Britanniques de prédire une fois de plus le moment de l'attaque de Nagumo, cette fois-ci dans la matinée du 9. Ironiquement, même si Nagumo l'ignorait, la flotte de l'Est s'était retirée. Commença à s'inquiéter que la Royal Navy ne l'attaque sur son flanc pendant qu'il attaquait Ceylan. Les Britanniques ont à nouveau ordonné à tous les navires de quitter précipitamment le port de Trincomalee. En se basant sur l'attaque japonaise contre Colombo, ils s'attendaient à une action similaire. Les avions japonais resteraient loin au large pour éviter la détection par les postes de surveillance côtière avant de se diriger vers la côte pour lancer des attaques ciblant principalement les installations portuaires. Le porte-avions Hermes, accompagné du destroyer Her Majesty's Australian Ship Vampire, reçut donc l'ordre de longer la côte vers le sud, ce qui devait ainsi les placer dans l'angle mort de la marine japonaise. Il voulait aller vers le nord, mais le groupe de Ruggio se trouvait approximativement dans cette direction. Faisaient également partie d'autres groupes, un poseur de mines, une corvette, 3 pétroliers, 4 navires de munitions et un navire hôpital. Certains navires aux chaudières non chauffées à temps ou bien défendus ont été retenus. Le Monitor His Majesty's Ship, Erebus avec ses canons de 15 pouces, ses énormes bulbes et son pont dégagé, offrait une bonne concentration de canons anti-aériens et un faible risque de naufrage. À 0600, le 9, le Kido Bataille a lancé 91 Kates armés de bombes et 38 zéros en escorte, avec 85 valses et 9 autres zéros en alerte chaude. Cette fois, la station radar britannique de la région fonctionnait et après une fausse alerte tôt le matin qui s'est avérée être la détection d'un avion de reconnaissance, la frappe entrante a été repérée à 91 miles alors même qu'un autre Catalina transmettait par radio la position de la flotte japonaise qu'il avait trouvée peu avant d'être abattue. La première rencontre entre les avions d'attaque japonais arrivant et les défenseurs s'est faite sous la forme de 3 Hurricanes. Ceux-ci avaient pris l'avantage de l'altitude sur la formation d'attaque, les survolant, notant et signalant leurs forces, puis attaquant par le dessus et l'arrière l'un des groupes d'escorteurs, abattant le commandant des chasseurs du Zuikaku et un autre zéro avant de reprendre de l'altitude, poursuivis par les chasseurs japonais survivants qui réussirent à abattre un des assaillants en retour. Les 2 Hurricanes survivants s'en prirent alors à certains des bombardiers, mais l'un d'eux fut accidentellement abattu par des tirs amis de la défense contre avion alors que la formation franchissait la côte, et l'autre, s'éloignant des éclats des obus anti-aériens, abattit un autre zéro à la place. Mais cette escarmouche, relativement mineure, n'a pas réellement affecté les plans japonais, et leur attaque a commencé à 07h20. Trincomalee avait beaucoup moins de chasseurs pour sa défense que Colombo. Une autre douzaine de Hurricanes étaient en route, mais les zéros restants, avertis par cette première rencontre, étaient en alerte maximale.
Fait intéressant, malgré une supériorité numérique et un avantage théorique significatif en termes d'appareils, les Zéros n'ont pas réussi à accumuler les victoires ou à obtenir des ratios de destruction élevés contre les Hurricanes prévenus, comme ils l'avaient fait contre ceux qui décollaient en urgence à Colombo. Un trio de Hurricanes a été attaqué par 2 fois plus de Zéros, mais n'a perdu qu'un seul des leurs. Une autre section de 3 a été entièrement abattue, mais ils ont revendiqué 2 Zéros et endommagé certains des Kate en retour. Au total, lors de tous les engagements, 8 Hurricanes furent abattus et d'autres endommagés, tandis que 14 autres appareils, surtout des variantes d'attaque, furent détruits au sol par les bombardiers japonais. Une certaine perturbation de l'attaque japonaise avait été accomplie, et entre cela et la dispersion des navires, un seul cargo fut réellement coulé, mais d'importants dégâts furent néanmoins infligés à diverses installations portuaires. Le Monitor Erebus fut pris pour cible, les pilotes japonais la prenant tour à tour pour un croiseur ou un cuirassé dans leur rapport, mais la prise en compte de sa présence s'avéra assez bien fondée. 6 explosions proches ont criblé ses bulbes tribord et causé des pertes, mais elle est restée confortablement à flot. En échange, les Japonais avaient perdu au moins 3 Zéros et un Kate abattu, ainsi que 17 autres appareils endommagés, certains si gravement qu'on pensait qu'ils avaient été abattus au moment de l'attaque. Mais la bonne nouvelle relative d'une résistance aérienne plutôt correcte était à peu près le mieux que les Britanniques allaient obtenir ce jour-là. La manœuvre d'envoyer les navires du port vers le sud, près de la côte, a fonctionné contre l'attaque japonaise qui les avait contournés sans le savoir. Cependant, un hydravion venant de Arona était une autre affaire. Vers 8 heures, il repéra Hermes et d'autres petites embarcations et transmit ses observations par radio à Nagumo. Les 85 VAL et les 9 Zéros de la formation suivante furent donc rapidement préparés et envoyés dans les airs. Également dans les airs se trouvaient 9 Blenheim sur un total de 11 qui avaient initialement décollé, car 2 d'entre eux avaient rapidement rencontré des problèmes de moteur. Ces 9 bombardiers légers réussirent à s'approcher discrètement du Kido-Butai sans être remarqués. En effet, bien qu'ils aient été repérés à la toute dernière minute, la première chose que beaucoup dans la flotte japonaise ont su de leur présence fut lorsqu'un trio de bombes explosa juste devant la proue de l'Akagi. Malheureusement, ce fut à peu près aussi près qu'ils purent s'approcher, et malgré une approche presque ininterrompue, les Blenheim démontrèrent que les affirmations de Billy Mitchell sur la capacité des bombardiers en vol horizontal à balayer les mers étaient fausses, en échouant complètement à toucher quoi que ce soit. Ils cherchèrent alors à se mettre en sécurité, mais la patrouille de combat aérien de la marine japonaise, qui était désormais en alerte, s'abattit sur eux et abattit 4 des appareils, bien que l'un des meilleurs pilotes de Zéro du Hiryu ait d'une manière ou d'une autre perdu un combat aérien contre le Blenheim du sergent McLennan et ait été abattu avant que d'autres Zéros n'abattent à leur tour le bombardier incriminé. Pendant ce temps, sur la côte de Ceylan, la nouvelle que le raid aérien était terminé était transmise et le porte-avions Hermes faisait maintenant route vers le nord lorsque, à 10h15, le renseignement signala qu'il avait été repéré et qu'une force de frappe japonaise était en route. Il y avait bien peu de choses que le porte-avions, qui n'avait alors aucun avion à bord, pouvait faire, si ce n'est accélérer à pleine vitesse et espérer atteindre la protection des canons de Trincomalee aussi vite que possible. Des chasseurs ont reçu l'ordre de décoller pour fournir une couverture aérienne à l'Hermes, mais pour une raison quelconque, il y eut un délai de près de 30 minutes entre l'ordre de décollage et le départ effectif, un retard qui s'avérera avoir des conséquences fatales. 3 minutes avant même que le premier Fulmar n'ait décollé de son aérodrome, les Vals avaient repéré l'Hermes et à 10h50, ils ont commencé leur attaque. Comme pour les croiseurs lourds, les bombardiers en piqué japonais n'ont rencontré que les batteries anti-aériennes de l'Hermes et du Vampire, leur permettant de prendre leur temps pour se positionner et effectuer des attaques parfaites à courte distance. Sans surprise, les impacts se mirent à pleuvoir en abondance. Les vigies ont signalé que des valves passaient en dessous d'eux alors qu'ils sortaient de leur piqué. Cependant, le vieux porte-avions s'est révélé être une bête remarquablement résistante et flottait toujours, avec suffisamment de trous de bombes pour ressembler à un fromage suisse légèrement en feu. Mais d'autres impacts ont scellé son destin et elle a coulé peu avant 11 heures, emportant avec elle 307 hommes, y compris son capitaine. Dans les dernières phases de l'attaque japonaise, les Fulmars sont finalement arrivés, abattant 4 Vals en échange de la perte de 2 Fulmars, mais comme l'attaque était essentiellement terminée, la majorité des Vals a simplement pu battre en retraite, ce qui a laissé aux Zéros un problème de combat bien plus simple à résoudre.
Un pauvre vieux vampire avait été attaqué par tous les Vals qui ne trouvaient pas de vecteur d'attaque libre vers l'Hermès, et avec au moins 5 coups proches endommageants et 2 impacts directs, il a lui aussi coulé, bien qu'avec seulement 8 morts. Sur le chemin du retour, la force japonaise est tombée sur les derniers Blenheims, qui rentraient également chez eux, et les héros d'escorte les ont donc poursuivis. Bien que, encore une fois, les bombardiers légers, complètement obsolètes, se soient révélés étrangement capables face aux zéros, le score total de cette dernière rencontre aérienne étant d'un avion abattu de chaque côté. 2 douzaines de Vals n'avaient pas réussi à prendre Hermes ou Vampire pour cible avant qu'il ne soit évident que les 2 navires étaient condamnés, alors ils se sont séparés et ont fouillé la côte de haut en bas dans l'espoir de trouver autre chose. Ils ont trouvé 2 des pétroliers, un navire marchand et la corvette, et les ont tous coulés au cours du début d'après-midi avant de rentrer eux aussi à la base. Nagumo décida alors que c'était suffisant et le Kido-Butai fit demi-tour pour rentrer. Au prix de 17 ou 18 avions détruits et 2 fois plus endommagés, il avait coulé un petit porte-avions, 2 croiseurs lourds, 2 anciens destroyers, un croiseur auxiliaire armé, une corvette, une canonnière et plusieurs navires marchands, endommageant aussi 2 installations portuaires importantes. Il y avait peu d'autres choses qu'il pouvait faire avec les forces dont il disposait, à moins que la flotte de l'Est insaisissable n'apparaisse, et ainsi le Kiribati quitta l'océan Indien, recevant en chemin la nouvelle du raid Doolittle lancé par l'United States Ship Hornet contre leur patrie. Certains des porte-avions devaient se ravitailler et se réarmer pour leur prochaine mission, celle qui mènerait à la bataille de la mer de Corail, tandis que les autres se préparaient pour celle qui suivrait et qui conduirait à son tour à la bataille de Midway. L'opération dans son ensemble, sans compter le raid de Ruggio, fut indéniablement une victoire japonaise. La flotte de l'Est resterait dans l'ouest de l'océan Indien pendant un moment, et évidemment, les pertes britanniques étaient bien plus conséquentes. Mais cela restait une victoire relative. Sans troupes pour exploiter leur succès, le Kedah-Butai ne pouvait pas remettre en cause de façon permanente le contrôle britannique de la région, et les installations à Ceylan furent rapidement réparées et renforcées avec davantage d'escadrons de chasseurs et d'avions d'attaque plus nombreux et plus performants. De plus, bien que chaque navire et chaque vie perdue aient été douloureux à long terme, parmi tous les navires coulés, seule la perte des 2 croiseurs lourds, qui aurait pu être très utile en Méditerranée dans les mois suivants, eut un impact significatif sur l'effort de guerre britannique global en cours. La perte des navires marchands eut un impact considérable dans leur région, réduisant le tonnage disponible pour le transport de matériaux sur la côte est de l'Inde pendant plusieurs mois jusqu'à leur remplacement. En ce qui concerne Somerville, les avis sont très partagés parmi les historiens, un débat qui remonte en fait à l'immédiat après-raid. Était-il trop imprudent? Était-il trop timide? Quelle part de responsabilité lui incombe pour la perte des croiseurs lourds et quelles sont les conséquences du fait qu'on lui ait ordonné de se préparer pour l'opération Ironclad, l'attaque susmentionnée contre Madagascar de Vichy, etc., etc. D'une part, ses ordres principaux étaient de préserver la force de combat principale de la flotte de l'Est, qui aurait pu être en grande partie anéantie dans ses efforts pour attaquer Nagumo si le sort avait favorisé Nagumo et que celui-ci avait appris la présence d'autant de navires britanniques à portée de frappe facile pendant la journée. D'autre part, rester passif et laisser Salon se faire frapper à plusieurs reprises aurait considérablement tendu les relations interarmées, miné le moral de la flotte et soulevé de nombreuses questions sur l'efficacité réelle de la Royal Navy en tant que force de combat. Son agressivité à pousser Nagumo au combat, selon ses termes, s'inscrivait dans la pure tradition de la Royal Navy. En même temps, les 2 camps ont passé une grande partie de l'opération à se fier à des renseignements complètement erronés sur la taille et la portée de la flotte adverse. Et avec le recul, il est facile aujourd'hui d'avoir une idée faussée de ce qu'il aurait dû faire en se basant sur la taille réelle des flottes plutôt que sur ce qu'il savait réellement. Face à la force totale de la Kido-Butai, il n'y avait pas grand-chose que l'on pouvait raisonnablement attendre de Somerville, mais face à 2 porte-avions et quelques escorteurs, ce que tout le monde pensait qu'il affrontait, battre en retraite, aurait été très difficile à expliquer. À mon avis personnel, je pense que Somerville a globalement pris la bonne décision, mais a eu beaucoup de malchance, ironiquement un peu comme Jellicoe des décennies plus tôt. Des renseignements partiels venus de la terre ferme ont peut-être empiré les choses. Dans ce cas, s'il n'avait eu que le rapport partiel de l'Albacore, il aurait très bien pu maintenir son cap et réussir à engager la 2e division de porte-avions en obtenant plus de renseignements une fois que l'Albacore aurait atterri.
Un rapport récent de la terre ferme indiquant que la Kido Butai fonçait droit sur lui à toute vitesse l'a fait rebrousser chemin. Si ce rapport n'était jamais parvenu à Salon pour lui être transmis, ou s'il n'avait jamais été transmis même si Salon l'avait reçu, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous revenez vendredi, nous passerons en revue certaines des façons dont ce combat aurait réellement pu se dérouler, y compris le scénario plutôt hilarant, mais étrangement plausible, où la première destruction d'un porte-avions par un autre aurait pu être un combat d'artillerie en surface. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, utilisez les commentaires ci-dessous. Pour les questions sur le dry dock, commentez la publication épinglée.